Too Fast, Too Furious débarque au cinéma en 2003 et devient immédiatement le plaisir coupable de tous les passionnés de voitures. Mais derrière les néons, les moteurs hurlants et l'ambiance Miami se cache un coffre rempli de secrets que la plupart des fans n'ont jamais découverts. Aujourd'hui, on plonge dans 21 faits bizarres qui vont totalement changer votre regard sur ce film. Casting chaotique, cascade impossible et un bonus complètement dingue à la fin. Alors, attachez vos ceintures et bienvenue au Club Rebobine. Numéro 1, le refus à 25 millions. On commence par ce qui a façonné tout le film. Vin Diesel s'est vu proposer 25 millions de dollars pour reprendre son rôle de Dominic Toretto, une somme complètement folle pour 2003. Mais voilà l'histoire intéressante. Diesel lit le script et refuse. Il trouve que la suite manque d'ambition créative par rapport au premier et la compare aux pires suites paresseuses des années 80 et 90. Des années plus tard, il avoue regretter ce choix en disant qu'il aurait dû rester et se battre pour améliorer le film au lieu de l'abandonner. Son départ oblige Universal à tout réinventer. Il crée une nouvelle dynamique, Brian O'Connor passe de second rôle à héros principal. « J'ai besoin que tu viennes à Miami et que tu roules avec moi. Si tu acceptes, ils enlèvent ton bracelet électronique et je fais effacer ton casier. » J'ai fait 3 ans de tôle. Ce pari propulse Paul Walker au rang de vraie star et donne à la saga une direction inattendue. Numéro 2. Le carrousel de casting pour Tej Parker. Une histoire de casting qui va vous scotcher. Le rôle de Tej Parker, rendu culte par Ludacris, a vu défiler un nombre absurde de candidats. D'abord, le réalisateur John Singleton veut faire revenir Ja Rule et étoffer son rôle du premier film. Ja Rule se voit proposer 500 000 $, soit 33 fois plus que pour le premier, mais selon Singleton, il se trouve trop grand pour une suite et ne rappelle même pas. Ensuite, le rôle est donné au rappeur Redman, qui doit abandonner à cause d'un conflit de planning avec sa série Method & Red. Puis, même 50 Cent passe l'audition. Finalement, Ludacris arrive, explose son essai et Singleton sait tout de suite. Ce seul choix de casting nous offre l'un des personnages les plus aimés de la saga et l'hymne inoubliable Act Full. Numéro 3. La première Skyline légale en Amérique. La Nissan Skyline R34 que conduit Paul Walker n'est pas n'importe quelle voiture. C'était le véhicule personnel de Craig Lieberman, conseiller technique du film, et surtout la toute première R34 GTR légalisée par les autorités fédérales aux États-Unis. Lieberman l'avait acheté en 2001 pour 78 000 $, avant même que la suite soit confirmée. Quand le film est lancé, il propose sa propre voiture. Universal accepte et la loue. Mais attention, contrairement aux rumeurs internet, Paul Walker n'a jamais possédé cette Skyline précise. Il en possédait d'autres. Mais la voiture star du film est restée à Lieberman tout le long. Pour les cascades, la prod importe 4 vrais GTR supplémentaires depuis le Japon par avion cargo. Numéro 4. La catastrophe Dodge Neon évitée de justesse. Universal a failli remplacer la Skyline par une Dodge Neon SRT4. Oui, vous avez bien entendu. Les cadres du studio poussaient très fort pour une voiture américaine. Lieberman savait que ce choix tuerait la crédibilité du film auprès des fans de voitures. Il se bat comme un fou pour convaincre Universal que l'attrait interdit de la Skyline était irremplaçable. Heureusement, il l'écoute. Imaginez Brian O'Connor arriver à une course de rue dans une Neon. La communauté auto ne l'aurait jamais pardonné. Si ces révélations vous plaisent, faites-nous un petit plaisir, likez la vidéo et laissez en commentaire votre moment préféré de Too Fast, Too Furious. Ça aide énormément la chaîne et on lit vraiment tous les messages. Numéro 6. L'actrice qui ne savait pas conduire. Devon Aoki, qui joue la très populaire Suki, avait un petit souci à son arrivée, elle n'avait pas le permis. En réalité, elle n'avait aucune expérience de conduite. La production organise carrément des cours de conduite pendant le tournage pour qu'elle puisse piloter sa Honda S200 Parama flashy dans certaines scènes. C'est une voiture Barbie rose, mais ne vous fiez pas à la peinture, c'est une bête très puissante. Ça rappelle ce qui s'était passé dans le premier film avec Michelle Rodriguez et Jordana Brewster qui n'avaient pas non plus le permis au départ. On dirait un rituel dans la saga. Casting d'abord, leçon de conduite ensuite. La S200 rose de Suki devient tellement culte qu'elle apparaît dans plusieurs clips après le film, dont Act Full de Ludacris, Stupid Girls de Pink et First de Lindsay Lohan. Un impact culturel inattendu. Numéro 6. La vision improbable du réalisateur de Boys in the Hood. John Singleton, le légendaire réalisateur de Boys in the Hood, semblait un choix surprenant pour une suite de courses de rue. Pourtant, son lien avec le sujet était très personnel. Ayant grandi dans le South Central de Los Angeles, il voyait des courses illégales partout. Quand il découvre le premier Fast and Furious, il avoue avoir été jaloux de ne pas y avoir pensé le premier. Cette passion guide sa vision pour la suite. Il décide volontairement de tourner le dos à la bande-son très techno du premier film pour passer à du hip-hop sudiste qui explosait à l'époque. Il veut que le film soit plus funky et plus multi-ethnique selon ses mots. C'est aussi son premier film classé PJ-13, ce qui pose un vrai défi, garder l'authenticité et l'énergie tout en restant accessible aux plus jeunes.
Cette tension influence chaque décision créative. Numéro 7. La scène de torture inspirée d'un vrai renseignement militaire. Vous vous souvenez de la scène terrifiante où Carter Veron torture un police corrompu avec un rat, un bocal métallique et un chalumeau. Les scénaristes se sont inspirés d'une vraie méthode de torture décrite par un vrai béret vert. Quand un rat affolé est coincé sous un bocal chauffé à blanc, il griffe désespérément tout ce qu'il trouve sur son chemin, y compris de la chair humaine. La scène était si violente que Singleton envisage sérieusement de la couper. Il ne comprenait pas d'abord son utilité dans l'histoire, mais après réflexion, il réalise qu'elle pose Veron comme un vrai méchant dangereux dans un film plutôt léger. L'American Humane Association surveille de près les séquences avec le rat. L'animal est dressé à se dresser sur ses pattes arrière et à gratter un endroit précis. Un grand trou masqué par du plexiglas permet à la caméra de filmer les faits terrifiants en toute sécurité. Numéro 8. La villa secrète de Sylvester Stallone. La somptueuse demeure utilisée comme résidence de Carter Veron appartient ni plus ni moins à Sylvester Stallone. Située à Coral Gables, au 1032 Avid Road, cette propriété de 14 acres avec vue sur la baie de Biscayne devient le repère parfait du méchant. Construite en 1971, elle est voisine de la célèbre Villa Vizcaya qui apparaît dans Ace Ventura. Le lien avec Stallone ajoute une couche sympa d'histoire du cinéma d'action. Cole Hauser, qui joue Veron, avait déjà travaillé avec Singleton sur Higher Learning, ce qui facilite leur alchimie. Hauser apporte une vraie menace crédible au rôle. Beaucoup de critiques notent qu'il est sans doute le méchant le plus réellement dangereux de toute la saga. Un contrepoint sombre à l'ambiance colorée et énergique du film qui rend ces scènes particulièrement marquantes. Numéro 9. 2 blockbusters dans le même parc. Une anecdote de tournage qui semble sortie d'un film. Pendant que Too Fast, Too Furious tourne d'un côté du parc d'État Bill Baggs Cape, Florida, Michael Bay filme Bad Boys 2 de l'autre côté du même parc. 2 énormes films d'action tournés en même temps à Miami. Les équipes doivent coordonner très précisément pour éviter de se marcher dessus. Imaginez le chaos organisé de 2 blockbusters high octane qui se courent après à quelques mètres seulement. Les 2 films sortent à l'été 2003, mettent Miami en avant et deviennent iconiques chacun à leur façon. C'est la preuve que Miami était un lieu de tournage magique capable d'accueillir 2 grosses productions simultanément. Numéro 10. L'arme de police fictive que tout le monde a cru réelle. Le lance-harpon ISD utilisé par les flics pour neutraliser la voiture de Brian paraît hyper réaliste, tellement que beaucoup de spectateurs pensent que c'est du vrai matériel policier. Mais John Singleton révèle dans le commentaire audio que l'engin est totalement inventé pour le film. Il n'existe dans aucun service de police. Le lanceur tire un harpon à 3 pointes qui se fixe sur le véhicule et envoie une impulsion électromagnétique pour griller l'électronique. Le concept est si efficace que les gens se demandent pourquoi la police ne l'utilise pas dans la vraie vie. La réponse, parce que ça n'existe pas. Des technologies proches à base d'ondes radio ont vu le jour depuis, mais rien d'aussi spectaculaire que ce harpon cinématographique. Numéro 11. La scène d'amour que Eva Mendes a fait supprimer. Eva Mendes joue l'agent undercover Monica Fuentes. À l'origine, il y avait une scène d'amour torride entre elle et Brian O'Connor. Eva Mendes demande personnellement qu'on la retire. Sa raison est touchante. Elle trouve que Monica est déjà impliquée émotionnellement et physiquement avec Veron et que coucher avec Brian si vite serait incohérent vu le peu de temps passé ensemble. Elle ajoute qu'elle pense aussi aux jeunes filles, dans ses nièces, qui verraient le film. Singleton accepte tout de suite et coupe la scène. Rare exemple d'une actrice qui milite pour moins de sensualité plutôt que pour plus de temps d'écran. Petit rappel, si vous appréciez ces anecdotes, abonnez-vous. La suite arrive avec des histoires encore plus folles et un bonus dont presque personne ne parle. Numéro 12. Les voitures recyclées que personne n'a remarqué. La Toyota Supra conduite par Slapjack dans la course d'ouverture cache un secret. C'est exactement la même voiture que Paul Walker pilotait dans le premier Fast and Furious après le tournage du premier film. La prod garde le véhicule et le réutilise dans la suite avec de nouvelles modifications. Pareil pour la RX-7 d'Orange Julius. C'était l'une des doublures de la RX-7 rouge de Dominique dans le premier. La production recycle les voitures héros de film en film, créant une continuité involontaire que la plupart des spectateurs ne voient pas. Pour les fans hardcore, repérer ces voitures recyclées devient une chasse aux œufs amusante. Numéro 13. Roman Pierce créé de toutes pièces. Le casting de Tyrese Gibson comme Roman Pierce vient de sa relation déjà existante avec Singleton. Les deux avaient collaboré sur Baby Boy, le premier grand rôle cinéma de Tyrese. Singleton lui fait totalement confiance et sait que leur alchimie marchera en mode action-comédie avec Paul Walker. Le personnage de Roman n'existe pas dans les premiers jets du script, il est inventé après le refus de Vin Diesel. Universal commande même 2 scripts différents en parallèle, un avec Diesel, un sans. Quand Diesel part, ils prennent le second et construisent Roman de zéro. Dans les versions très hâtives, Brian était directement impliqué dans l'arrestation de Roman des années auparavant, rendant leur conflit beaucoup plus personnel. Ce détail est coupé, mais la tension reste au cœur de l'arc émotionnel. Numéro 14. Le saut en bateau réussi du premier coup.
La scène finale où Brian envoie la Yenko Camaro sur le yacht de Vérone demande 3 mois de préparation. 3 mois de calcul, de conception, de rigging et de tests de voitures jetées à l'eau. L'équipe fait même faire des animations par ordinateur pour que tout le monde visualise parfaitement la cascade. Ils construisent une rampe à l'angle précis et utilisent un système de poulies pour catapulter la Camaro. Le plus fou, Singleton pensait qu'il faudrait plusieurs prises. L'équipe réalise le saut parfaitement dès la première. Le plan était de filmer plusieurs versions, mais après ce premier essai parfait, toutes les prises supplémentaires sont annulées. La voiture du saut est vidée jusqu'à la coque et remplie de mousse expansive pour flotter un instant à l'impact. Numéro 15. La vraie passion auto de Paul Walker. Paul Walker était un authentique passionné de voitures et réalise beaucoup de ses cascades lui-même. Pour lui, ce n'est pas du jeu, c'est une passion. Quand Brian gagne la course d'ouverture et fait un power slide vers la foule, c'est bien Walker au volant, pas un cascadeur. Il adore la culture de street racing et apporte une énergie vraie à chaque scène de conduite. Son engagement pour les cascades réelles rend l'action viscérale. Craig Lieberman souligne que Walker était le seul acteur du casting original vraiment calé en voiture. Michelle Rodriguez et Jordana Brewster n'avaient même peu le permis. Vin Diesel préférait les muscle cars. Walker embrasse totalement la culture JDM et devient un ambassadeur de ce style grâce à ses films. Numéro 16. Battre le monde de Nemo au box-office. Le premier week-end du film est un énorme succès, avec 52,1 millions de dollars, et détrône le monde de Nemo de la première place. Ça arrive malgré l'absence de Vin Diesel, ce que beaucoup pensaient fatal pour la saga. Au contraire, Too Fast, Too Furious signe la 4e meilleure ouverture de juin à l'époque, derrière seulement Batman Forever, Scooby-Doo et Austin Powers. C'est le plus gros démarrage pour John Singleton et le producteur Neil Moritz qui dépasse son précédent hit, Trick 6. Le succès prouve que le public est attaché aux univers et aux personnages, pas seulement à Diesel. Le film rapporte 236 millions de dollars dans le monde pour un budget de 76 millions. Numéro 17, les muscle cars fabriqués à partir de carcasses. Les 9 Camaro et 6 Challengers du film n'étaient pas des collecteurs en parfait état. Beaucoup étaient achetés dans un état lamentable, parfois juste des coques vides. Fabriquer des Yenko Camaros et Hemi Challengers authentiques de zéro était indispensable, parce que les vrais exemplaires sont rarissimes et hors de prix. Détruire de vraies vieilles muscle cars pour des cascades aurait été un sacrilège. Une des Camaros de cascade est gardée par le fournisseur de pièces, restaurée plus tard et vendue aux enchères Barrett-Jackson avec certificat d'authenticité, script original signé par le cast et photos dédicacées de Paul Walker et Tyrese Gibson. Un morceau d'histoire du cinéma auto-préservé. L'audition stressée d'André 3000. André 3000 d'Outcast a passé le casting pour le rôle qui revient finalement à Ludacris. Des années après, il avoue honnêtement qu'il n'était pas prêt. Il dit avoir été extrêmement nerveux et qu'en revoyant sa prestation, il ne se serait pas choisi lui-même. Il plaisante en disant que s'il rejoignait un jour la saga, ça s'appellerait Fluid and Furious à cause de ses projets musicaux récents. Le rôle de Tej passe par un parcours complètement fou. J. Rule, Redman, 50 Cent, André 3000, puis Ludacris. Chaque refus ou indisponibilité mène au suivant jusqu'au choix parfait. Ludacris finit par apparaître dans 8 films de la saga et devient l'un de ses piliers. Le caméo caché du producteur. Le producteur Neil Moritz fait une apparition discrète dans le film. Il joue l'un des policiers qui slalome pendant une course-poursuite. C'est ultra rapide, mais il est bien là. Moritz a été décisif pour monter la suite après le succès du premier. Sa passion pour le projet va jusqu'à apparaître à l'écran. Tellement de néons étaient utilisés sur les voitures qu'un spécialiste technique expert en tournage de néons sur pellicule reste sur le plateau en permanence. Le style visuel des bolides illuminés de néons dans la nuit de Miami devient la signature du film. Ça le distingue du Los Angeles du premier et offre quelque chose de frais visuellement. Bonus, la réunion des méchants qui n'a jamais eu lieu. Voilà le bonus promis depuis le début, il est complètement fou. La fin originale prévue pour Furious 7 incluait une scène post-générique qui ramenait Carter Veron. Pas seulement lui, Cypher réunissait une équipe de méchants composée de Johnny Tran, Carter Veron, Arturo Braga, Zizi et Descartes Shaw pour traquer Dominic Toretto et Brian O'Connor. Imaginez cette réunion. Brian et Roman face à Veron après toutes ces années. Cole Hauser de retour. Toute l'histoire qui boucle sur Too Fast, Too Furious. Mais la scène est entièrement réécrite après la mort tragique de Paul Walker. L'alliance de méchants ne voit jamais le jour. Johnny Tran et Zizi étaient déjà morts dans la chronologie de la saga de toute façon, mais dans un univers parallèle, cette confrontation épique existe vraiment. Quel dommage! Et voilà,
21 révélations étranges sur Too Fast, Too Furious qui prouvent que ce film mérite bien plus de respect qu'on lui donne. Casting chaotique, cascades incroyables réussies du premier coup, cette suite pose les bases d'une franchise qui vaut aujourd'hui des milliards. Alors voici notre défi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes officiellement plus rapide que tous ceux qui ont lâché en route. Prouvez-le, likez, abonnez-vous et dites en commentaire votre révélation préférée. On tente les 100 commentaires sur celle-là. N'oubliez pas de regarder notre vidéo sur le premier Fast and Furious et restez branchés. Tokyo Drift arrive très bientôt sur Club Rebobine.